L'heure de votre principale édition d'information sur Gabon Première, mesdames, messieurs, les titres du journal. Quelle gouvernance pour le Gabon? Le premier président de la Cour des comptes a procédé à la présentation d'un ouvrage destiné à la modernisation de l'institution, mettant l'accent sur la corruption. Alex-Euve Moutiangou, face au vice-président du gouvernement, soutient qu'il faut lutter contre les différents maux qui minent l'administration gabonaise et freinent son développement. Comment inciter les jeunes à entreprendre? L'Université de Libreville a trouvé son mécanisme. Soumis à des exercices de création d'entreprise, les étudiants ont valablement répondu à cette stratégie de formation. Parmi les créations, Gabopac, une entreprise de fabrication d'emballage bio issue des essences du Gabon. Et le monument de la culture gabonaise Pierre Claver à Kenengue sera honoré à Omboué, sa terre natale, à travers un grand concert gratuit en signe d'hommage à l'ambassadeur et icône de la musique gabonaise. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Ouvrons cette édition d'information avec la cérémonie de présentation de l'œuvre destinée à la modernisation de la Cour des comptes. Quelle gouvernance pour un État tel que le Gabon? Le sujet est abordé dans cet ouvrage de référence. Alex-Euve Moutiangou, premier président de cette institution, a présenté à l'assistance notamment au vice-président du gouvernement, Herman Imongo, les réflexions qui ont conduit à l'élaboration de ces nouveaux textes, tout en mettant l'accent sur la corruption. L'œuvre est destinée à la modernisation de la Cour des comptes, vise à lutter contre les différents maux qui minent l'administration gabonaise et freinent le développement du pays. Alain Zuendemezo, Ulrich Moutoubier. 4 ouvrages, fruits d'une réflexion de plusieurs années, ont permis aux magistrats d'élaborer de nouveaux textes juridiques ainsi qu'un plan stratégique de la Cour des comptes pour la période 2026-2030. En effet, les différents classements du Gabon sur le plan international en ce qui concerne la corruption et la gouvernance mettent en lumière les insuffisances des mécanismes qui favorisent la volatilité de nos finances publiques. Ce constat met en lumière les insuffisances qui subsistent dans nos mécanismes de contrôle interne et externe. Il doit, à ce titre, interpeller l'ensemble des organes de contrôle et susciter une mobilisation collective. C'est précisément dans cette perspective que la Cour des comptes, institution supérieure de contrôle, assistante du gouvernement et du Parlement, a résolument décidé de renforcer son action. Parmi les ouvrages présentés, le Code éthique et déontologique des juridictions de l'ordre financier ainsi que le recueil des décisions et avis des juridictions portent en eux l'espoir d'une nouvelle administration orientée vers une gestion saine et transparente de nos ressources publiques. Ce texte consacre les valeurs qui doivent guider l'action de chaque magistrat, de chaque auditeur et de chaque agent de la Cour. Son objectif est simple, faire de notre institution un modèle d'exemplarité où chacun répond de ses actes et où tout manquement doit être sanctionné. Pour une 5e République qui veut des institutions fortes, l'ambition de la Cour des comptes répond favorablement à la vision du chef d'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'annonce a été faite sur notre plateau cette semaine. Le gouvernement gabonais serre la vis dans le secteur de l'or. Une mission d'évaluation des exploitants miniers à petite échelle est lancée. Objectif, vérifier leur conformité avant d'éventuelles inspections sur le terrain. Mirandongue, Sirac Harris, Rodolphe Yelanvey. Première étape, le contrôle des dossiers. Les équipes mandatées par le ministère des Mines passent en revue les dossiers administratifs. Chaque exploitant est évalué sur la base des exigences réglementaires. La première phase, c'est uniquement la revue documentaire. Est-ce que vous avez les documents requis ou pas? Nous les avons mis en catégorie. Il y a la catégorie où ce sont les documents juridiques, il y a les documents techniques, il y a les documents environnementaux et les documents liés au contenu local et la RSE. Dans un premier temps, la présence ou l'absence d'un document est un critère de rejet.
Parce que quand on rentre dans un domaine, il existe des documents légaux qu'il faut absolument pour pouvoir faire partie du domaine minier gabonais. Une seconde phase suivra avec des contrôles directement sur les sites d'exploitation. L'objectif est de vérifier que les pratiques respectent la réglementation en vigueur. La deuxième phase sera plus technique, donc c'est d'aller sur le site et regarder si ce qui se fait sur le site est conforme ou non. Donc la recevabilité d'un dossier ne veut pas dire que vous allez rester dans le domaine si ce que vous faites sur le terrain n'est pas en conformité avec la loi. Le chef de l'État souhaiterait que le ministère des Mines, et à travers l'exploitation de ces ressources, contribue considérablement au budget de l'État gabonais. À travers cette opération, le gouvernement entend mieux encadrer l'exploitation artisanale de l'or et permettre à ce secteur de contribuer davantage aux recettes de l'État. Le Gabon est engagé dans le processus de digitalisation. Le ministère en charge de l'économie numérique multiplie la création de plateformes qui favorisent le quotidien des Gabonais. Ce jeudi, un atelier technique consacré au déploiement du projet MadiJP a été organisé. Occasion pour les partenaires d'échanger sur le processus de mise en œuvre de cette plateforme numérique de paiement. Jaurès Edundanga Belovono. Poursuivre la mise en œuvre du projet MadiJP et renforcer la coordination entre les différents acteurs, l'objectif de cet atelier technique organisé par le ministère de l'économie numérique. C'est la continuité du déploiement du programme MadiJP qui, lui, a pour objectif essentiel la dématérialisation du paiement en espèces. Il était question vraiment de pouvoir travailler main dans la main avec les opérateurs et les financiers, donc les banques, les microfinances et tout ce qui est IT, donc agrégateurs, afin de pouvoir définir une stratégie commune, aussi bien sûr la poursuite du déploiement du paiement par QR code au sein de leur écosystème. Les partenaires réaffirment leur engagement à accompagner le déploiement de cette plateforme qui permettra aux usagers d'effectuer le paiement de manière dématérialisée. Nous avons fait le point sur la mise en œuvre de ce projet. Nous avons vu que les différents participants ont commencé déjà à générer des QR codes pour leurs participants, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous aimerions davantage accompagner le ministère de l'économie numérique dans le cadre de la promotion du paiement par QR code. Et c'est l'occasion de dire aux clients également de vraiment entrer dans la danse. Tous ceux qui ont une wallet, qui ont un portefeuille numérique mobile, peuvent scanner et payer. À travers cette concertation, le ministère de l'économie numérique entend accélérer et favoriser son adoption auprès des usagers concernés. De la créativité encore dans ce journal. Cette fois, nous allons à l'Université Nord de Libreville où des étudiants expérimentent une autre stratégie de formation. Dans le cadre de leur soutenance de licence 3, ces derniers ont été soumis à un exercice, celui de la création des entreprises. Ce soir, nous nous intéressons à la création de Gabopak, une entreprise de fabrication d'emballage bio issu des essences du Gabon. Un projet qui vise à pallier au manque d'emballage constaté dans les surfaces commerciales. Stéphane Mesui, Gérard Mayagna nous emmènent avec eux à la découverte de ce projet. Le gouvernement gabonais a établi une loi qui interdit les sachets plastiques sur tout le territoire national. Alors, c'est un marché de près de 15 milliards de francs CFA qui s'ouvre à nous. Tout part d'une problématique clairement identifiée. Comment capitaliser un secteur aussi porteur? C'est tout l'intérêt nourri par ces 13 jeunes étudiants qui ont eu l'ingénieuse idée de créer Gabopak, une entreprise de fabrication d'emballage bio. Gabopak est une entreprise sale avec un capital social de 83 700 000, implantée dans la zone des Coques. Et nous visons une capacité d'emballage de 400 000 emballages par mois. Le Gabon étant engagé dans la lutte contre la pollution plastique, ce projet innovateur qui fait appel au génie créateur de jeunes Gabonais intéresse déjà plusieurs entités prêtes à les accompagner. Le projet qui nous amène ici, c'est donc le projet qui porte sur la création des emballages biodégradables avec la canne à sucre, les troncs de bananier, mais aussi avec les fibres de raffia. Et donc, nous avons eu pas mal de partenaires déjà qui sont prêts à appuyer ce projet. L'ANPI, une banque, l'ONU. On veut vraiment rendre nos étudiants de plus en plus innovants, contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Former autrement, c'est le leitmotiv de l'Université Nord de Libreville. Il est temps qu'au sortir de ces temples du savoir, les étudiants songent à être leurs propres employeurs. 90% plus de nos étudiants sont tentés d'aller chercher de l'emploi
alors que le marché est de plus en plus saturé aujourd'hui. Donc, on veut initier, donc introduire effectivement des nouvelles façons de faire, c'est-à-dire mettre les enfants sur le défi effectivement de création d'entreprises. D'autres thèmes tout aussi intéressants ont été abordés, tels que la transformation locale du manganèse, la transformation du bois local en produits dérivés, sans oublier bien sûr l'agro-industrie. Et la recherche scientifique continue de produire des connaissances utiles au développement du pays. À EM Gabon Université, une doctorante a soutenu cette semaine une thèse consacrée à l'entrepreneuriat en milieu rural, un travail qui s'intéresse au département d'une thème et aux leviers susceptibles de stimuler l'économie locale. Ahmed Benievaka, Ulrich Boutoubier. Silence studieux dans l'amphithéâtre professeur Evelyne Landé. Ici, la soutenance de thèse de doctorat de Claire Nzang Oyono est sous les projecteurs. Au cœur de ses travaux, la dynamique entrepreneuriale en milieu rural à travers le cas du département d'une thème. Une recherche qui met en lumière les freins mais aussi les opportunités de développement économique dans l'arrière-pays. Je défends la thèse selon laquelle aucun entrepreneur ne peut réussir si il n'est pas accompagné. Tous les pays dans lesquels on a priorisé l'entrepreneuriat, ils ont réussi. Pourquoi? Parce que justement l'État était là pour les accompagner. Devant un jury international composé d'universitaires du Gabon, du Sénégal et de la République du Congo, la candidate a défendu ses travaux évalués pour leur rigueur scientifique, leur pertinence et leur rapport au développement local. Le fait que l'Impétran ait décidé d'aller mener l'enquête en milieu rural pour essayer de comprendre qu'est-ce qui freine la dynamique entrepreneuriale dans ce milieu est d'une originalité importante qui permet aux décideurs publics de mettre en œuvre des politiques publiques décentralisées. Dans un contexte de diversification économique, cette recherche propose des pistes de réflexion sur la valorisation des ressources locales et le développement de l'entrepreneuriat en milieu rural. Le moyen le plus priorisé par les populations, c'était d'abord le capital social pour avoir les moyens de financement. L'État doit comprendre aujourd'hui que le peuple a pris conscience que son développement, il doit être le premier à se mettre sur les rails et que l'État viendra en appoint. À l'issue des délibérations, Claire Nzang Oyono obtient le grade de docteur avec la mention très honorable après 5 années de recherche. Et pendant ce temps, à l'Éducation nationale, la ministre d'État, Camélia Antoutoum-Leclerc, était au chevet des candidats au baccalauréat internés au centre hospitalier universitaire de Vendo. 2 membres du gouvernement est allé s'enquérir de leur état de santé avant de se rendre au complexe Ali Bandeng où elle a signé, aux côtés de son collègue des sports et du groupe Africa Tibu du Maroc, une convention tripartite pour le développement du sport dans les établissements primaires, un projet qui devrait voir le jour dès la prochaine rentrée des classes. Nathalie Oké, Gérard Mindo. Junior et candidat en série F3, actuellement interné au centre hospitalier universitaire de Vendo. Il poursuit ses épreuves sur son lit d'hôpital. Non loin, Alice et Fanny en série S, victimes de malaise pendant l'épreuve de philosophie et admise au service des urgences. Je fais les jeux métalliques au lycée technique. Après, j'ai fait 4 matières. J'ai fait la crise, j'ai eu des douleurs au corps. Les premières épreuves étaient abordables, mais maths, je ne comprends pas. Autre temps fort de l'agenda du membre du gouvernement, la signature de convention entre le groupe Tibu Africa du Maroc et l'État gabonais, représenté par le ministre des Sports et celui de l'Éducation nationale, du programme Génération Sportive. Cette signature donc intervient en droite ligne des très hautes instructions de son Excellence Prince Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Parce que le sport éduque, il enseigne la discipline, le respect des règles et le goût de l'effort. Parce que le sport inclut, il dépasse les différences, rassemble les élèves et crée un lien social. Le sport, dans notre continent, c'est 0,5% du PIB continental, alors que dans les autres continents, c'est 2% du PIB. L'accord paraphé ce jour prévoit le lancement du dit programme dans 10 écoles pilotes. Celles-ci seront connectées à celles du Maroc en vue de développer les aptitudes sportives des enfants dès leur jeune âge.
Et si les prochaines grandes opportunités de développement profitaient davantage aux entreprises gabonaises? C'est tout l'enjeu de l'atelier organisé par la Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Objectif, renforcer les capacités des PME dans le montage des dossiers d'appel d'offres de la Banque mondiale, une formation qui pourrait ouvrir la voie à une participation plus importante des entreprises nationales au projet financé par la BIRD. Yannick Menga. Décrocher un marché ne dépend plus seulement du savoir-faire, mais aussi de la maîtrise des règles qui l'encadrent. Consciente de cet enjeu, la CNTI-PPEE réunit les PME gabonaises autour d'un atelier consacré au montage des dossiers d'appel d'offres de la Banque mondiale. La présente session s'inscrit-elle dans le droit fil des recommandations du MAPS, dont l'ARMP en a fait sa feuille de route. Elle est également la matérialisation de la ferme volonté des plus hautes autorités à œuvrer à l'éclosion d'un tissu de PME dynamique, compétitive et pérenne. Durant 2 jours, les entreprises découvrent les exigences administratives, techniques et financières, les critères de qualification, ainsi que les mécanismes de prévention de la fraude. Vous aurez l'opportunité d'échanger directement avec les spécialistes en passation de marché, les spécialistes en gestion des risques environnementaux et sociaux. Ces échanges permettront de clarifier les attentes des maîtres d'ouvrage, d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations fréquemment exprimées par les entreprises. Cet atelier répond à une attente forte des entreprises nationales. Mieux comprendre les procédures, améliorer la qualité des offres et accroître leur participation au marché financé par l'État et par les partenaires techniques et financiers. L'ambition est claire, faire des PME gabonaises des acteurs capables de rivaliser sur des marchés financés par les partenaires internationaux et de capter une part plus importante des investissements destinés au développement du pays. Restons dans le secteur entrepreneurial et parlons des commerçants qui sont à l'école des gestes de premier secours avec le ministère de l'Intérieur. Après les responsables religieux, le tour est revenu aux opérateurs économiques. Depuis lundi, ils sont formés sur les premiers gestes pouvant sauver des vies, une initiative de la Direction générale de la protection civile qui poursuit une ambition claire, celle de faire de chaque citoyen un premier maillon de la chaîne sanitaire capable d'agir efficacement avant l'arrivée des équipes d'intervention. Doris Kozonkoulou, Pierre Claverella, Mireille Nsamvey. Face aux risques d'incendie et aux situations d'urgence, la prévention devient une priorité. Désormais, le secourisme et les normes de sécurité incendie n'auront plus de secret pour ce groupe de commerçants du Grand Libreville. Dans cette salle de réunion du ministère de l'Intérieur, les agents de la Direction générale de la protection civile multiplient les séances pratiques et théoriques pour transmettre les bons réflexes. Cette formation a pour but de permettre aux établissements recevant du public de se conformer sur les normes de sécurité incendie et de former leur personnel en gestes de premier secours et dans la manipulation de ce matériel de sécurité incendie. Gestes de premier secours, techniques d'alerte, prévention d'incendie, autant de notions essentielles qui feront de ces opérateurs économiques de véritables acteurs de la chaîne de sécurité. Purement enrichissant, pourquoi? Parce que déjà, en tant qu'opérateur économique, nous avons besoin, s'il y a au cas d'un incident ou d'un accident, d'abord d'être en mesure d'intervenir avant d'appeler les secours. Grâce à cette formation, nous savons déjà comment secourir ou comment se tenir en cas d'incendie. Une formation accueillie avec satisfaction par les participants, conscients qu'un simple geste maîtrisé peut parfois faire la différence entre un incident maîtrisé et une catastrophe évitée.
Quitter le confort des bureaux pour prendre le pouls de la ville, c'est l'exercice auquel s'est livré ce jeudi le maire de Libreville et Jeune Mba à l'occasion d'une vaste tournée dans le 6e arrondissement de Libreville. Objectif, constater, évaluer les défis qui affectent le quotidien des Gabonais. Evar Matar, Lubestar Lenyongo, Aristide Beaumont. D'Enzengayan au lieu dit chez les Sœurs, en passant par Milonsi, Montalier, Bambouchi, le regroupement Wembley, jusqu'à la mairie du 6e arrondissement, l'édile de Libreville a enchaîné les étapes. Voirie dégradée, occupation anarchique et domaine communal, la problématique, la collecte des ordures, conditions de travail municipaux, aucun point n'a été laissé de côté. Faire le tour de l'arrondissement afin d'apprécier l'état de l'arrondissement de manière générale. Entre les voiries, l'occupation de l'espace communal, tout cela nécessite que le maire que je suis puisse faire le tour pour apprécier l'environnement dans lequel les agents municipaux et le maire du 6e arrondissement travaillent. Sur le terrain, Ejenba a privilégié l'observation directe, les échanges avec les riverains et les équipes municipales. Une immersion qui lui permet de dresser un état des lieux sans complaisance et de hiérarchiser les urgences. Vous avez assisté tout à l'heure au lancement de l'opération d'enlèvement des épaves. Et dehors des épaves, il y a une occupation anarchique de l'espace communal. Donc c'est ce constat que nous avons eu à faire. Parallèlement, il y a les voiries qui sont assez défectueuses. Là aussi, cette tournée permet de faire l'inventaire de ces différentes voies qui sont détériorées pour pouvoir, si possible, y apporter des solutions. Au-delà du constat, cette descente de terrain marque la volonté de la municipalité de passer à l'action avec des interventions ciblées pour restaurer l'ordre urbain, améliorer les infrastructures communales et répondre plus efficacement aux attentes des habitants du 6e arrondissement. Direction Logoué Ivindo, précisément à Ovang, dans le département de l'Anvung, où les travaux de construction des logements du conseil départemental sont officiellement lancés. La pose de la première pierre a été effectuée par le gouverneur de province. Le déroulement de cette cérémonie avec Sheila Mebale, Elodie Nyonga, Aristide Beaumont. C'est un projet attendu qui entre désormais dans sa phase de réalisation. Le gouverneur de la province de Logoué-Ivindo a procédé à la pose de la première pierre des futurs logements du conseil départemental de l'Anvung, en présence des autorités administratives, des élus locaux et des populations. Nous avons remarqué qu'il y a une société qui est en train de travailler dans le cadre de l'extension du réseau d'électricité. Nous avons visité la ferme agricole et là nous venons de boucler avec l'hôtel de ville de Odovant. Le projet traduit la volonté des pouvoirs publics à renforcer les infrastructures administratives et d'offrir de meilleures conditions de travail aux collectivités locales. Pour le président du conseil départemental, cette réalisation constitue une avancée importante pour le développement du département. Je me réjouis déjà parce que cette cité va participer à l'extension de ma ville, la commune d'Ovant. Et puis, on va dire, au-delà du lancement de la cité, Madame le gouverneur a fait le tour de tous les projets. Donc, il était question aujourd'hui de lancer les travaux de construction d'une mini-cité pour contribuer à répondre à la question d'hébergement, l'épineuse question de logement. À travers ce chantier, le conseil départemental entend améliorer ses capacités d'accueil et répondre aux besoins de ses services au bénéfice des populations. Avec cette première pierre, le département de l'Anvung ouvre une nouvelle page dans la modernisation de ses infrastructures publiques. Au moment où le Gabon se prépare à célébrer le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, le Comité national des fêtes de l'indépendance affûte ses armes. Lors de sa séance de travail, le comité, par la voix de son président, Pascal Yamalendoy, a reçu le directeur général du commerce. L'ordre du jour portait sur l'organisation de la foire commerciale de l'indépendance. Gérard Mayanya.
Pascal Yamalindoy, le président du Comité national des fêtes de l'indépendance, reçoit en séance de travail le directeur général du commerce. À l'ordre du jour, le point sur l'organisation de la foire commerciale de l'indépendance. Au sortir de la publication du communiqué final du Conseil des ministres en sa séance du 25 juin 2026, qui a entériné donc la tenue, l'organisation de la foire commerciale de l'indépendance, il était question que le ministère du Commerce s'accorde avec le comité Gabon Indépendance pour regarder toutes les articulations liées à l'organisation de cet événement. Instruit par le ministre du Commerce, le directeur général du Commerce, par ailleurs chargé du comité technique de préparation de la foire commerciale de l'indépendance, s'est dit satisfait de la qualité des échanges. Il faut dire que la séance de travail était élargie au président des sous-comités de Gabon Indépendance. Nous avons été instruits par le ministre du Commerce, Mme Zenaba Nyenga Chaning, pour venir faire un point d'entrée sur cette organisation à M. Pascal Yamalindoy, qui est le président du comité Gabon Indépendance, pour regarder ensemble les articulations qui devront se dégager pour une organisation harmonieuse de cet événement d'envergure dans le cadre des festivités de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. En rappel, la foire commerciale de l'indépendance a pour objectif principal de transformer les célébrations patriotiques en un puissant levier économique. Elle vise à valoriser le savoir-faire local et les produits made in Gabon, ainsi qu'à soutenir les entrepreneurs nationaux et encourager la population à consommer local. À présent, faisons lecture de ce communiqué. L'archidiocèse de Libreville, la communauté catholique mère du divin amour, en collaboration avec le renouveau charismatique, invite toute la population à la grande campagne d'évangélisation qui se tiendra du 17 au 19 juillet 2026 à partir de 15h au stade de Nzengayong. Pendant 3 jours, Libreville vivra un grand temps de foi, de prière, de louange, et d'écoute de la parole de Dieu autour du thème « Seigneur, fais-moi voir la gloire ». La messe d'ouverture le vendredi 17 juillet sera présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, en présence de prédicateurs et de chantres invités. L'entrée est libre. Rappelons que du 17 au 19 juillet, à partir de 15h, au stade de Nzengayong, vous êtes tous attendus. Et il est considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs et icônes de la musique gabonaise. Pierre Claver Akendengue sera célébré le samedi 1er août à Omboué, sa terre natale, à travers un grand concert hommage gratuit face à la presse. Richard Auguste Onouvier, vice-président et porte-parole de Romepa, porteur de cette initiative, a présenté les grandes lignes de l'événement lors d'un point de presse auquel étaient conviés Kenny Kongabou Samba, Guy Serre du Zambou, Paul Jessica Nkolin de Thomas. À travers cette initiative, Romepa réaffirme son engagement en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel légué par Pierre Claver Akendengue. L'hommage à l'une des plus grandes figures emblématiques de la musique gabonaise est exceptionnel et le choix d'Omboué est hautement symbolique. Pierre Claver Akendengue est né à quelques encablures de la ville d'Omboué, dans un village appelé Aouta. Il a sillonné tous les villages alentours. C'est dans cet environnement qu'il s'est nourri de la richesse des échanges fructueux qu'il a pu avoir, parce que dès son enfance, il a toujours été curieux de savoir, d'apprendre auprès des détenteurs de la culture traditionnelle. Et le nombril de Pierre Claver Akendengue est enterré dans cet environnement. Le thème « Retour aux sources originelles » traduit cette volonté de réunir l'artiste avec les siens dans un moment de communion entre l'homme, son histoire et son public. À travers cette manifestation, dire merci à ceux qui ont nourri et continuent à nourrir son inspiration. Que ce soit les enfants du département des Timboué, mais aussi les autres Gabonais, pour rendre hommage à Pierre Claver Akendengue.
Pour cette célébration, plusieurs artistes partageront la scène, notamment Priska Along, Poussy, Claude Damas et Hilarion Nguema. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 1er août 2026 à partir de 16h au stade d'Omboué dans la province de l'Ogooué-Maritime. Un concert gratuit qui promet de célébrer un référent de la musique gabonaise, là où tout a commencé. Et je vous invite à suivre à présent cet autre communiqué relatif à l'organisation de la 5e édition du Festival international des Beaux-Arts. Communiqué relatif à l'organisation de la 5e édition du Festival international des Beaux-Arts, FIBA 241. Placé sous le haut patronage de la mairie de la commune de Libreville, en partenariat avec le ministère du Commerce, des PME-PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes, et du ministère du Tourisme durable et de l'artisanat, la 5e édition du FIBA 241 a fait l'objet d'une conférence de presse le 10 juin à l'Hôtel de Ville, indiquant le site du Monde Cristal. Cependant, sur recommandation des autorités gouvernementales et municipales, qui voudraient donner à cet événement un impact culturel, touristique et économique, la 5e édition se tiendra finalement au bord de mer, ancien dialogue, précisément face du lycée Léon Bar, du lundi 20 juillet au dimanche 2 août, pendant 2 semaines. Voulant positionner le FIBA 241 comme un pilier stratégique pour accompagner l'État gabonais, en l'occurrence le président de la République, dans sa dynamique de développement de notre pays, nous invitons les institutions, les entreprises, les coopératives, les artisans et acteurs culturels, mais aussi les ambassades, les communautés internationales vivant au Gabon, à prendre part à cette rencontre qui se fera autour d'une foire internationale, des ateliers de formation, des prestations d'artistes, mais aussi des jeux de tombola et des démonstrations d'art créatif. Pour tout renseignement, contactez le 074 12 16 22 ou le 065 23 69 83. Le promoteur Borix Ondo, je vous remercie. La littérature gabonaise s'enrichit d'un nouvel ouvrage grâce au diplomate et analyste politique Arnaud Lilion-Billy qui a procédé au vernissage de son livre intitulé Le Prince africain. À travers cette œuvre, l'auteur, connu pour ses analyses géopolitiques sur les plateaux de télévision, explore les stratégies politiques observées sur le continent africain et propose une réflexion sur le leadership. Martel Koumba, Évariste Doutoum, Aristide Beaumont. L'Afrique gouverne-t-elle encore selon ses propres règles ou continue-t-elle d'évoluer selon celles des autres? Au-delà de la conquête du pouvoir, c'est l'art de gouverner qui est au cœur de l'œuvre Le Prince d'Afrique, un essai politique qui invite à repenser les pratiques de gouvernance sur le continent. Nous n'avons pas les mêmes réalités politiques, culturelles, économiques et sociologiques que l'Occident. En Europe, on regarde davantage le programme politique. Est-ce qu'il est bien ficelé? Est-ce qu'il est compris? Et ensuite, les lobbies valident votre programme politique afin de vous accompagner tout au long de votre mandat. En Afrique, le regard est différent. On ne regarde pas votre parcours, on ne regarde pas votre programme politique, on regarde beaucoup plus au jeu d'alliance que vous pouvez avoir. À travers une analyse accessible, l'auteur décrit les mécanismes du pouvoir, met en lumière les enseignements de la gouvernance et présente les principales stratégies politiques qui façonnent l'exercice du leadership. Aujourd'hui, si vous voulez gouverner, apprenez à savoir comment ça fait, d'où on part, comment ça marche et ensuite comment on y demeure. Il n'est plus question aujourd'hui de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Il faut savoir comment on le prend, comment on le maintient, ensuite comment on le transmet. Parce qu'être au pouvoir, c'est aussi travailler sur ceux qui vont vous remplacer afin que la pérennité de votre idéologie demeure. Diplômé de l'université Omar Bongo en histoire, Arnaud Lilion-Billy a poursuivi sa formation en diplomatie et en relations internationales en France. Ce parcours académique nourrit une réflexion à la fois historique, politique et stratégique, offrant aux lecteurs une lecture approfondie des défis contemporains de la gouvernance en Afrique.
Et cet autre communiqué est destiné aux ressortissants de l'Ogooué-Ivindo relatif à l'organisation du café politique axé sur le développement de la province. Écoutons. Il est porté à la connaissance des ressortissants de l'Ogooué-Ivindo, résidents ou de passage à Libreville, qu'une importante rencontre d'échange axée sur les problématiques liées au développement multiforme de notre province se tiendra ce samedi 18 juillet 2026 à partir de 9h à la salle des conférences de la culture située derrière la place des fêtes. Ce moment inédit de partage d'idées verra la participation des cadres ogivins en tête desquels M. Jamais Biaoudjo, ministre de la Communication et des Médias. Au moment où notre province s'apprête à célébrer le coup de la libération, le 30 août prochain, il est plus qu'urgent que les fils et filles du G6 se soutiennent et se solidarisent autour des valeurs de paix, d'amour, de partage et que vive l'Ogooué-Ivindo, partant pour que vive le Gabon tout entier. Je vous remercie. Football, Coupe du Monde 2026. L'Espagne et l'Argentine accèdent en finale. Les Espagnols ont dominé les Français 2-0, tandis que l'Argentine s'est imposée 2-1 face à l'Angleterre dans un match riche en rebondissements. Retour sur ces deux rencontres avec Dave Moubele-Pendi, Adeline Abemondo. Une fin de règne triste pour Didier Deschamps face aux Anglais. 2 buts contre 1 au finish pour le collectif de l'Albi. Et on parle de la deuxième édition du tournoi du gestionnaire de l'Institut national des sciences de gestion. Suspense, intensité et renversement de situation jusqu'au bout. Mené de 2 buts, la licence 2 a signé une remontée spectaculaire pour s'imposer 3-2 face à l'équipe de Master, puis inscrire son nom au palmarès de la compétition. Evra Mata. Les tribunes acquises à la cause des deux finalistes et 90 minutes d'un engagement total, solide. En première période, les joueurs des Masters en noir prennent rapidement les commandes de la rencontre en menant 2-0. Mais au retour des vestiaires, leurs adversaires des licences 2 fondamentales changent de visage. Plus efficaces et portés par un mental d'acier, ils renversent la rencontre grâce à 3 réalisations, s'offrant un sacre aussi mérité qu'inoubliable. Nous sommes revenus sur le collectif est encore le collectif. Car on ne gagne pas un match seul, on se bat en groupe et avec la force du collectif, on a gagné le match. Au-delà du résultat, le tournoi du gestionnaire constitue un véritable creuset des valeurs. Esprit d'équipe, discipline, dépassement de soi et vivre ensemble sont les maîtres mots de cette compétition. Certains joueurs n'ont pas pu concrétiser certaines belles occasions pourtant, mais on va dire que dans l'ensemble, on a bien joué et l'équipe gagnante est sortie vainqueur, du coup elle méritait. À travers cette initiative, l'Institut national des sciences de gestion confirme son engagement à faire du sport un pilier de la formation intégrale de ses étudiants au service de l'excellence académique, de la cohésion et de l'épanouissement. Dans le cadre de notre politique étudiante, nous faisons tout pour les accompagner afin qu'ils puissent mener à la fois des études de qualité, mais aussi leur passion sportive et surtout déployer leur talent. La remise des trophées, des médailles et autres récompenses est l'ultime moment qui referme cette deuxième édition sur une note de satisfaction. Des instants réussis qui confortent au tournant du gestionnaire comme un rendez-vous désormais incontournable de la vie estudiantine de l'Institut national des sciences de gestion. Le départemental Loli dans l'Ogooué-Ivindo souhaite relancer son championnat de football. Le comité d'organisation de la Coupe cantonale a tenu une réunion pour annoncer le retour de la compétition après des années d'arrêt. L'échéance se déroulera à Batouala du 1er au 17 août 2026 dans la province. Alan Medzege, Ludwig Bitege, Adeline Abemandor. Coupe cantonale Tanlouli fait son retour dans la commune de Makoko 25 ans après.
Des équipes des villages et de la commune se rassemblent pour s'affronter dans un esprit de camaraderie. Ce tournoi servira non seulement de tremplin pour de nombreux joueurs, mais aussi un moyen de renforcer les liens communautaires. Dans l'immédiat, comme vous avez entendu, nous allons mettre en place une équipe qui prendra part à la compétition qui commence le 1er août 2026. Là. Rassurez-vous, nous allons le faire. Il y a certains joueurs qui sont déjà là. Nous avons quelques responsables qui sont là, dont des techniciens dans le domaine du football qui sont là, donc ce sera prêt. La Coupe Ntanluli ne se limite pas au sport. Elle joue un rôle clé dans la promotion des valeurs telles que le fair play, la solidarité et le respect. Les matchs attireront probablement des spectateurs enthousiastes, transformant les terrains en lieu de rencontres et d'échanges. Nous avions une compétition qui avait commencé en 1989 et ça se jouait chaque année jusqu'en 1997. Ensuite, de 1997 jusqu'à ce jour, elle ne se jouait plus. Nous voulons relancer cette compétition. Il y aura à la fois le sport et ces groupes socioculturels qui vont nous montrer de quoi ils sont capables. La relance de cette coupe cantonale dans le Goué-Vindo est un enjeu pour la région. En rassemblant les communautés autour du football, cet événement a le potentiel de revitaliser les liens sociaux et d'encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves sportifs. Avec un soutien adéquat et une volonté collective, la Coupe Ntanluli peut retrouver sa place de choix dans le cœur des Ogivins. Un invité nous a rejoint. Il s'agit de M. Christian Domingo, directeur général de l'Agatour, qui vient nous présenter le calendrier relatif à la caravane touristique et le programme de cérémonie de lancement de cet événement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, nous vous écoutons. Alors, je viens vous présenter le programme de la cérémonie de lancement de la caravane touristique qui va se dérouler demain, 17 septembre 2026. Alors, l'arrivée à 7h pile, l'arrivée des caravaniers, 7h10, le petit déjeuner offert aux caravaniers, 7h15, l'arrivée des invités, 8h pile, arrivée de membres du gouvernement, 8h15, animation, 8h30, le mot de Madame le ministre, 9h pile, le départ des caravaniers, 9h30, la présentation des circuits et des innovations majeures, des tarifs aussi. À 10h30, il y aura encore une animation culturelle. À 11h, le déjeuner. À 12h, la projection du plateau spécial sur la caravane touristique. Et à 13h, la fin de la cérémonie. Merci à vous, monsieur. Je rappelle que vous êtes monsieur Christian Domingo, directeur de l'Agatour, et vous êtes passé sur le plateau de Gabon Première, présenter le calendrier relatif à la caravane touristique et le programme de cérémonie de lancement de cet événement. Merci. Exact. On poursuit notre édition d'information. Le billet de la rédaction revient sur la mesure gouvernementale, la suppression de la prime de transport à certains fonctionnaires de l'État. C'est la fin du double avantage. La suppression de la prime de transport pour ceux bénéficiant d'un véhicule de fonction. C'est une mesure logique dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, mais elle heurte de plein fouet sur des habitudes bien installées. Le billet du jour nous transporte sans prime dans le parking des plaques bleues avec Eric Sengi-Badinga, Rodolphe Eilinvé. La prime de transport, initialement conçue pour compenser les frais de déplacement, domicile-travail, devenait un complément de revenus pour ceux qui roulaient déjà aux frais de l'État avec carburant inclus. Cumuler véhicules de fonction plus prime de transport relevait d'une logique difficile à justifier sur le plan budgétaire. C'était un double avantage, presque un pléonasme budgétaire, que le gouvernement a décidé de trancher. Sur le fond, cette décision s'inscrit dans une logique de rationalisation des dépenses publiques qui semble cohérente. Un véhicule de fonction couvre déjà les besoins de déplacement professionnel. La prime de transport devenait redondante pour cette catégorie d'agents. Faire des économies? Oui, bien sûr, monsieur le directeur de la direction. Oui, bien sûr, oui, nous comprenons. Voilà. L'économie réalisée peut être redirigée vers d'autres priorités budgétaires. Le gouvernement fait les maths, car l'État paye 2 fois pour le même trajet. Vous avez une voiture de fonction rutilante,
avec l'immatriculation du ministère bien en évidence. Vous avez des bons de carburant pour la faire rouler, gracieusement offerts par le contribuable. Et en plus, parce que la vie est belle, vous touchez une prime de transport. Pour aller où? Au bureau, que vous rejoignez déjà dans votre véhicule de fonction. C'est mathématique. C'est le même trajet payé 2 fois. L'État vous offre la voiture et l'argent pour la voiture que vous avez déjà. Bon, eh ben, faut qu'on fasse des économies. Puisque la prime saute, certains affirmeront rouler dans des voitures réformées. Comprenez des voitures que l'État a officiellement rayées de sa flotte, mais qui continuent vaillamment de transporter leurs heureux bénéficiaires. Et devinez quoi? Ils vont revendiquer des véhicules neufs pour compenser la perte de la prime. Des économies? Mais il peut pas en faire le directeur de la direction, qu'il vende son yacht. C'est une résidence tertiaire. Oui, certains tenteront de faire reformer des véhicules déjà amortis pour en obtenir de nouveaux. C'est un réflexe classique. Prenons ça comme un jeu. Pour d'autres, garder un vieux véhicule de fonction, même réformé, sans prime, mais avec carburant, peut encore être plus intéressant que d'utiliser leur propre véhicule avec prime désormais supprimée. C'est la soupe à la grimace. Le privilège part en fumée. Un franc de moins enlevé fait toujours basculer la balance. Le privilège est la plus difficile des addictions. Beaucoup ont du mal à renoncer à un avantage acquis, même pléonastique. Désormais, ce n'est plus comme dans la chanson Doublé-doublé. Sachez que vous suivrez ce soir, juste après cette édition d'information, le deuxième panel de la série des plateaux spéciaux consacrés à la visite d'État à l'Élysée en France. Du chef de l'État, Henrique Bokoko, et ses invités passeront au peigne fin les contours d'une coopération bilatérale au beau fixe, avec pour thème central aujourd'hui Gabon, France, le temps du partenariat gagnant-gagnant. Cette émission est donc à suivre à partir de 21h30. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, Marina Boissa, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.